Le 24 décembre 1999, alors que les Ivoiriens s'apprêtaient à célébrer Noël en famille, un bruit inhabituel envahit Abidjan, celui des bottes, des fusils et du chaos. Ce n'était ni une rumeur, ni une scène de cinéma, c'était la réalité. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire vivait le premier coup d'État militaire de son histoire. Jusque-là, le pays était considéré comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest, avec une économie florissante, une élite bien formée et une paix relative depuis l'indépendance en 1960. Mais cette image était en grande partie une illusion. Derrière les façades modernes d'Abidjan, les tensions ethniques, le régionalisme, l'exclusion politique, notamment à travers la fameuse doctrine de l'ivoirité et le mécontentement social ne cessant de croître. Ce coup d'État n'est pas né du hasard. Il est le fruit de plusieurs années de frustration, d'un affaiblissement du pouvoir politique après la mort du président Félix Houphouët-Boigny, d'un climat économique en déclin et surtout d'une armée méprisée et marginalisée. En quelques heures, le pouvoir s'effondre. Mais ce qui s'ouvre alors n'est pas une ère de paix. C'est le début d'une longue et douloureuse traversée. Crise politique, guerre civile, division du pays, affrontements électoraux sanglants. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment cette nuit a changé l'histoire de la Côte d'Ivoire en 3 grandes étapes. D'abord, comprendre le contexte politique et social qui a mené à l'implosion. Ensuite, revivre la prise du pouvoir par les militaires. Et enfin, mesurer les conséquences de ce basculement jusqu'aux crises électorales des années 2000. Car comprendre cette histoire, c'est aussi comprendre les leçons du passé pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Pendant plus de 3 décennies après son indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire a été dirigée d'une main ferme par Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Sous son règne, le pays a été souvent présenté comme un modèle de stabilité en Afrique, avec une économie en pleine croissance, notamment grâce à l'exportation de cacao, de café et de bois. Abidjan, surnommée la Manhattan de l'Afrique, rayonnait en Afrique de l'Ouest. Pourtant, cette image de réussite cachait de profondes failles. En réalité, la stabilité politique ivoirienne reposait presque entièrement sur la personnalité de Houphouët-Boigny. Il détenait à lui seul tous les leviers du pouvoir, combinant autorité charismatique, clientélisme politique et gestion centralisée. L'opposition était muselée et les institutions n'étaient que des prolongements de sa volonté. Tant qu'il était en vie, l'équilibre se maintenait. Mais à sa mort, en décembre 1993, une question brûlante surgit. Qui pour lui succéder et avec quelle légitimité? Henri Konan Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, hérite du pouvoir selon les dispositions constitutionnelles. Mais sa légitimité est contestée, notamment par Alassane Ouattara, ancien Premier ministre et technocrate respecté, soutenu par une large partie du nord du pays. Cette rivalité donne naissance à une fracture politique qui va diviser le pays en profondeur. Pour affaiblir ses opposants, Bédié introduit une politique identitaire controversée, l'ivoirité. Selon cette doctrine, seuls les Ivoiriens de souche peuvent prétendre à certains droits politiques, notamment se présenter à l'élection présidentielle. Cette notion floue vise directement Ouattara, dont les origines burkinabées sont régulièrement évoquées. Mais l'ivoirité ne fait pas que l'exclure lui, elle marginalise aussi une grande partie de la population du Nord, notamment les musulmans, les étrangers installés de longue date et leurs descendants. C'est le début d'un clivage nord-sud qui va profondément marquer la vie politique ivoirienne. Parallèlement, l'économie ivoirienne décline. Les prix du cacao chutent, la dette augmente et les inégalités se creusent. Le mécontentement social grandit, les syndicats grondent et la pauvreté s'installe dans les zones rurales comme urbaines. Dans l'armée, le malaise est palpable. Les jeunes soldats, mal payés et mal considérés,
dénoncent l'enrichissement de l'élite politique pendant qu'eux survivent dans des conditions précaires. Plusieurs mutineries éclatent entre 1997 et 1999, réprimées sans traiter les causes profondes. Les autorités ferment les yeux, pensant que l'ordre tiendra. Mais c'est mal connaître l'histoire. Un pouvoir affaibli, une société divisée, une armée en colère. Les ingrédients d'une implosion sont réunis. Dans cette ambiance tendue, alors que la population espère un changement démocratique, une partie de l'armée estime que le salut du pays ne viendra plus des urnes, mais des armes. Le coup d'État ne sera pas une surprise. Il sera le résultat logique d'un système à bout de souffle, trop longtemps resté sourd aux appels du peuple. La nuit du 24 décembre 1999, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à fêter Noël, un événement historique va ébranler la nation tout entière. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, des détonations éclatent. Des soldats sortent des casernes, des blindés roulent vers les points stratégiques et le pays se réveille dans l'incompréhension totale. En quelques heures à peine, le régime du président Henri Konan Bédié s'effondre. C'est le premier coup d'État militaire depuis l'indépendance et il est mené presque sans résistance. Le commanditaire de ce putsch n'est autre que le général Robert Guéhi, ancien chef d'état-major de l'armée, récemment écarté par Bédié pour insubordination. Figure austère mais charismatique, il revient sur la scène politique comme un soldat venu sauver la République. À la télévision nationale, il annonce la dissolution des institutions, la suspension de la Constitution et la mise en place d'un comité national de salut public. Face à une population excédée par les injustices sociales, la corruption politique et la montée des divisions ethniques, le discours du changement passe étonnamment bien. Les Ivoiriens, dans leur majorité, accueillent le coup d'État avec soulagement, voire avec enthousiasme. Les foules dansent dans les rues, chantent contre le régime Bédié, brûlent des effigies, applaudissent les soldats. Pour beaucoup, c'est la fin d'un système verrouillé et l'ouverture vers une démocratie réelle. Le climat est tendu, certes, mais chargé d'espoir. Robert Guéhi promet alors une transition de courte durée, une lutte contre la corruption et l'organisation d'élections libres dans les mois à venir. Il se veut rassembleur, nomme des civils au gouvernement de transition et multiplie les gestes symboliques pour apaiser le pays. Mais derrière cette façade de paix, les jeux du pouvoir reprennent vite leurs droits. Très rapidement, Guéhi commence à s'écarter de ses promesses initiales. Il contrôle étroitement les médias, concentre les leviers de décision autour de lui et manifeste une ambition présidentielle de plus en plus claire. Il tente de marginaliser ses anciens alliés, dont certains officiers du coup d'État, ainsi que les partis politiques et traditionnels. En coulisses, des tensions montent. Le climat de confiance cède la place à une suspicion généralisée. L'armée, désormais politisée, devient un acteur incontournable mais instable. Des rivalités internes se développent et des mutineries éclatent à nouveau, cette fois entre factions pro-Guéhi et soldats frustrés par le non-paiement de primes promises après le putsch. Le pays comprend vite que le changement annoncé risque de n'être qu'une continuité sous uniforme militaire. En moins d'un an, le coup d'État de Noël, acclamé comme un renouveau, sème déjà les graines du chaos à venir. La démocratie est suspendue, les divisions s'approfondissent et l'armée, en goûtant au pouvoir, va difficilement accepter de retourner dans les casernes. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire ne s'est pas seulement réveillée sans président. Elle a ouvert une nouvelle ère, plus incertaine que jamais. Le coup d'État de 1999 a mis fin à un régime, mais il n'a pas résolu les problèmes profonds de la Côte d'Ivoire. Au contraire, il a ouvert la voie à une instabilité chronique qui va marquer le pays pendant plus d'une décennie.
Ce qui devait être une transition vers la démocratie va rapidement se transformer en enchaînement de crises politiques, de conflits armés et de désillusions nationales. En octobre 2000, des élections présidentielles sont enfin organisées. Mais elles se déroulent dans un climat chaotique. La Cour suprême invalide la candidature d'Alassane Ouattara au nom de l'ivoirité, une décision qui ravive les tensions ethniques et régionales. Seuls 2 candidats sont en lice. Laurent Gbagbo, leader du Front populaire ivoirien, et le général Robert Guèye, qui a finalement décidé de se présenter, trahissant ses promesses de neutralité. Lorsque les résultats donnent Gbagbo vainqueur, Guèye refuse de reconnaître sa défaite. Des manifestations éclatent, les affrontements sont violents et plusieurs dizaines de personnes perdent la vie. Sous la pression populaire et militaire, Guèye est chassé du pouvoir et Gbagbo devient président. Mais le ver est dans le fruit. La démocratie ivoirienne est profondément fissurée. Le pire survient 2 ans plus tard. En septembre 2002, une tentative de coup d'État dégénère en rébellion armée, avec une insurrection militaire coordonnée dans plusieurs villes, notamment à Bouaké et Korogo. Le pays est littéralement coupé en 2. Le nord est contrôlé par les rebelles des forces nouvelles et le sud reste sous contrôle gouvernemental. Cette guerre civile larvée va durer des années, malgré plusieurs tentatives de médiation et d'accords de paix. Le tissu social est déchiré, la méfiance entre communautés grandit et la haine politique s'enracine. En 2010, après de nombreux reports, de nouvelles élections sont organisées. Cette fois, les 2 principaux rivaux, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, s'affrontent dans un scrutin sous haute tension. Les résultats sont contestés. La commission électorale proclame Ouattara vainqueur, mais le Conseil constitutionnel donne raison à Gbagbo. 2 présidents, 2 gouvernements, une seule nation au bord de l'implosion. Ce conflit post-électoral dégénère rapidement en affrontements violents. Les combats dans Abidjan font rage, les civils sont pris au piège, et le monde observe avec horreur la chute d'un pays jadis considéré comme stable. Finalement, Gbagbo est capturé en avril 2011 avec l'aide des forces pro-Ouattara et de la communauté internationale. Ce long cycle de crise, commencé par le coup d'État de 1999, aura coûté des milliers de vies, déplacé des centaines de milliers de personnes et laissé un traumatisme profond dans la mémoire collective ivoirienne. Plus encore, il aura démontré une chose essentielle. Lorsqu'un pays abandonne ses institutions au profit des armes, il entre dans une spirale dont il est difficile de sortir. Le coup d'État de 1999 n'était pas seulement un événement politique. C'était le déclencheur d'un cycle long et douloureux où les blessures de l'histoire, longtemps contenues, ont explosé au grand jour. En quelques années, la Côte d'Ivoire est passée de la vitrine de l'Afrique de l'Ouest à un pays divisé, meurtri par la guerre et en quête de réconciliation. Mais au-delà des larmes et du sang, cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale. Aucune nation n'est à l'abri de la chute quand elle néglige la justice, le dialogue et l'unité. Ce n'est pas seulement la force des armes qui renverse un pays, c'est l'accumulation des injustices, du mépris et de la peur de l'autre. Pourtant, l'histoire ivoirienne nous montre aussi une chose. Le retour à la paix est possible quand le peuple se relève, quand les institutions sont reconstruites et quand les leçons du passé ne sont plus oubliées. Si cette histoire t'a touché, inspiré ou fait réfléchir, alors je t'invite à rejoindre ma communauté sur cette chaîne Histoire et Motivation. Ici, on explore les moments décisifs du passé africain pour comprendre le présent et surtout se motiver à bâtir un avenir meilleur. Abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo à ceux qui veulent comprendre l'Afrique en profondeur. Et surtout, n'oublie jamais, connaître l'histoire, c'est refuser de subir le futur. À bientôt pour un nouveau récit.